Voilà, bonsoir. Ravi de vous avoir ce soir de nouveau pour notre nouveau webinaire. Le sujet de thématique, c'est l'urologie et la colique néphrétique. C'est vrai, les coliques néphrétiques, en médecine générale, on en voit pas mal, mais les choses vont bientôt évoluer, ça va changer, les prises en charge vont changer. Et nous avons le plaisir pour ce soir, le docteur Jean-Louis Bonal, urologue, chef de service à Saint-Philibert, qui va nous parler de la colique néphrétique et surtout les modalités de prise en charge. Et surtout, demain, c'est quoi la colique néphrétique, la prise en charge de demain, c'est quoi? Voilà, Jean-Louis, merci d'être là. Tu as la main sur le diaporama et comme d'habitude, les questions peuvent être posées à tout moment par le chat et on répondra à toutes les questions. Voilà, Jean-Louis, à toi. Merci Charles de m'avoir invité à cette session de webinaire. Alors, le titre de vous parler de colique néphrétique semblait pas réellement quelque chose de très innovant, surtout qu'effectivement, comme Charles vous l'a dit, c'est une pathologie que vous connaissez tous assez bien. Mais il m'a paru intéressant de vous parler de ce de ce qu'on pourrait envisager de modifier dans la prise en charge en 2021 et au-delà, et puis de nouveaux parcours de soins ville-hôpital, justement, dans cette thématique. Alors, le topo sera basé sur la colique néphrétique, mais aussi sur le calcul asymptomatique et les parcours de soins qui vont changer sur la prise en charge de ces différentes thématiques. Alors, juste un petit rappel, alors j'ai mixé un petit peu à la fois les datas de notre institution, de données qui sont émanant de Rennes, notamment d'un consortium du CHR, et également d'un service d'urgence qui avait bien publié dans la région de Pau. Du coup, juste pour vous dire que au GHCL, la prise en charge des calculs, c'est 24 heures sur 24. On prend en charge les coliques néphrétiques. Et on a estimé, on a regardé un petit peu nos chiffres, que en moyenne, on a une montée de sonde tous les 2 jours non programmée, c'est-à-dire qui nécessite une montée de sonde en urgence. 41% des montées de sonde double J, qui est l'acte en fait chirurgical d'urgence pour les coliques néphrétiques, ont un séjour d'une nuit chez nous. Et 51% de ces patients n'ont aucune comorbidité. Alors, ça représente quand même 1 à 2% des entrées dans le service des urgences, et ça concerne surtout les hommes entre 20 et 60 ans, avec un taux de récidive important, puisque 50% de récidive dans les premières années. Alors, la prévalence des pathologies lithasiques est en augmentation, et c'est vrai en Europe, aux USA en particulier, et peut-être on y reviendra dans leur mode alimentaire, et un peu moins en Asie. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que la fréquence des entrées dans le service des urgences est variable dans l'année, avec une petite pointe fin d'année, avec un début, aussi une augmentation au printemps. Alors, je voulais attirer votre attention sur le fait que la majorité des calculs qui sont susceptibles de donner cette symptomatologie ont une taille qui est inférieure à 4 mm. C'est-à-dire que c'est des calculs dont le taux d'expulsion va être supérieur à 80%. Donc c'est une prise en charge de ville, en fait, qui peut clairement être envisagée. Et vous voyez que plus le calcul augmente en diamètre, eh bien, plus son taux d'expulsion, et là le cut-off c'est 6 mm, diminue et impose peut-être une prise en charge chirurgicale. La localisation du calcul est vraiment importante également. Il est clair qu'un calcul pelvien aura évidemment plus de chances de s'éliminer spontanément. Alors, classiquement, quand un patient vient aux urgences, probablement il vous a peut-être déjà rencontré à la ville et vous a demandé un traitement qui n'était peut-être pas suffisant et il est arrivé donc aux urgences. Et là, clairement, le traitement va passer par la mise en place d'une voie veineuse périphérique, puisque l'intérêt va être de permettre un traitement relativement rapide
des douleurs. Et je vais y revenir. Et puis, il y a des prélèvements biologiques qui sont l'ionogramme sanguin, créatinine, la numération formule, qui vont nous orienter sur effectivement des critères de gravité. Bien sûr, chez les femmes, on envisagera un dosage de bêta-HCG, une hémostase si un bilan d'hémostase et un traitement anticoagulant, une BU, voire un ECBU si la BU est positive. Il faut y ajouter peut-être en ce moment peut-être un test PCR en vue d'un geste chirurgical qui pourrait être en urgence différée. Et puis la prise en charge d'urgence, elle va donc être basée sur le traitement par anti-inflammatoire associé le plus souvent à du paracétamol. Et dans le cas où ces douleurs sont persistantes, on passera à la titration morphinique. Les contre-indications aux anti-inflammatoires vont évidemment, et surtout des douleurs non soulagées, nous mener à plutôt passer au morphinique et au paracétamol en priorité. Il faut savoir que si l'insuffisance rénale est généralement de règle, elle est souvent modérée et ne doit pas être une contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la créatinine est inférieure à 150 micromoles par litre. Et quand on parle d'une douleur, enfin d'une colique néphrotique hyperalgique, il s'agit donc d'une douleur qui est persistante malgré l'établissement d'un traitement médical adapté avec les trois traitements anti-inflammatoires, paracétamol et titration morphinique. Alors, sur la morphine, évidemment, il serait peut-être utile de rappeler que la pétidine, le dolosal, serait peut-être un traitement morphinique plus intéressant à l'usage puisqu'il n'a pas d'action sur la contraction musculaire lisse, au contraire de la morphine qui finalement retarde l'élimination du calcul. Mais ça, on pourra en discuter plus tard. Et voici relever les éléments de traitement qui sont envisagés lors d'une colique néphrétique aux urgences en fonction de l'échelle de l'évaluation de la douleur. Et alors, il est clair que si la plupart des coliques néphrétiques relèvent du traitement médical, il faut reconnaître les facteurs aggravants et les diagnostics différentiels. Donc la pyélonéphrite aiguë qui relève là pour le coup toujours d'une hospitalisation, et bien sûr la dissection aortique, la fissuration anévrismale, la grossesse extra-utérine, et puis d'autres pathologies qui peuvent mimer un petit peu la colique néphrétique, dont des diagnostics différentiels, à savoir la tension testiculaire, l'infarctus rénal. Des causes gynécologiques, je ne m'y attarderai pas, ainsi que des pathologies digestives. Bref, en fait, donc, la confirmation du diagnostic se fera par l'imagerie. Elle pourra se faire chez les patients qui ont déjà des calculs par la réalisation d'une échographie rénale et d'un abdomen sans préparation. Si c'est une femme enceinte, on privilégiera l'échographie rénale seule. Et puis, s'il n'y a pas de confirmation diagnostique alors que la douleur est toujours présente, au premier trimestre, on privilégiera l'IRM et entre le deuxième et troisième trimestre, un scanner low dose. Alors, s'il n'y a pas d'antécédent ou pas de suivi, aucune exploration jamais réalisée, c'est le scanner low dose pour les patients à BMI inférieur à 30 qui sera préconisé, permettra non seulement de voir le calcul, de voir son retentissement, et d'affirmer le diagnostic. Alors, le radiologue sera juge d'injection éventuelle en urgence, si bien sûr on ne trouve pas une cause lithiasique à la douleur. Et je rappelle qu'on ne traite pas une image, on traite un malade, et l'existence d'un calcul rénal, caliciel ou piédique non enclavé doit remettre en question les douleurs de colique néphrétique au profit d'un autre diagnostic. Alors, je vais revenir sur les critères de gravité parce que c'est important dans les nouveaux parcours qu'on va envisager. Parce que ces critères de gravité vont bien sûr faire sortir de ces patients de parcours qui vont être ambulatoires. Donc, les patients qui ont des reins uniques fonctionnels ou anatomiques, des reins transplantés, neuropathie, insuffisance rénale chronique, les femmes enceintes,
Et puis, sur le plan clinique, la fièvre, bien sûr, les signes de choc, le lyonurie, les caractères hyperalgiques vont également être des critères de gravité qui ne préjugent pas d'un traitement ambulatoire. Biologiquement, l'insuffisance rénale, bien sûr, si elle est importante, est là inférieure à 30 ml par minute. L'élévation de la créatine est classique lors d'une hypotonie hépatique, je y reviens, mais évidemment, dans ce contexte, s'il y a une insuffisance rénale majeure, il faut bien sûr hospitaliser, notamment s'il y a un rein unique ou une obstruction bilatérale. Le syndrome inflammatoire biologique est également un élément qui va permettre de relever des critères de gravité qui sont en lien avec l'infection. Sur le plan radiologique, les calculs bilatéraux dans les voies excrétrices, la rupture des voies excrétrices dans une moindre mesure et la taille du calcul seront des critères de gravité. L'hydronéphrose, elle n'est pas nécessairement un critère de gravité et la taille et la localisation du calcul seront intéressants pour prédire l'expulsion spontanée du calcul. Alors, voilà ce que je propose et il y aura peut-être des discussions par la suite. Vous voyez que la grande majorité des coliques néphrétiques peuvent se traiter en ambulatoire et que lorsque une montée de sonde, donc un drainage de la voie excrétrice est nécessaire, dans la grande majorité des cas, l'hospitalisation est de moins d'une nuit, enfin d'une nuit pour l'instant, mais pourrait très bien être envisagée en chirurgie ambulatoire, avec évidemment une prise en charge qui sera en amont fait par la médecine de ville, qui recherchera bien sûr les critères de gravité, l'absence de fièvre, une douleur soulagée par un traitement Péros. Et donc là, on pourrait organiser, et c'est notre objectif pour 2022, puisque le service est en train de se tourner vers des parcours innovants et avec de nouveaux praticiens qui nous rejoignent. On va être à même de vous proposer une consultation d'urgence avec un patient qui viendra à jeun. Le rendez-vous pourra se faire par la hotline ou par Doctolib. Les modalités seront à définir. Et on pourra proposer à ce patient en consultation, le jour même, un scanner sans injection, un bilan biologique, une BU et une prise en charge chirurgicale ambulatoire avec une montée de sonde soit le jour même, soit différée d'un jour et une sortie, en tout cas, le jour de la montée de sonde. Du coup, il sera très important que nous ayons un partenariat bien compris entre l'hôpital et la ville. Et dans une première mesure, pour être en capacité de voir ces patients en consultation, il faudra donc être en capacité de gérer la douleur en ville. Réaliser peut-être un scanner sans injection avant cette consultation, un bilan biologique et bactériologique, et surtout aussi informer le patient sur une procédure qui pourrait être en one day et recueillir donc déjà son acceptation à cette prise en charge dans le contexte. Alors évidemment, tous les patients qui se dégraderaient malgré cette prise en charge reviendraient bien sûr dans le giron de l'urgence. Il est clair que les patients qui ne répondraient pas à un traitement seraient repris dans le cadre de l'urgence, voire éventuellement après une sédation par un traitement IV, pourraient ressortir pour revenir en hôpital de jour pour une procédure en one day. Voilà déjà donc repris dans cette symptomatologie qu'est la colique néphrétique, des aspects nouveaux de prise en charge qui pourraient très bien faire la part belle sur un partenariat constructif entre la pathologie de ville et la consultation d'urgence, et pour éviter que des patients aillent directement aux urgences pour une pathologie qui pourrait être gérée autrement. Je pense que les patients ont passé souvent plusieurs heures aux urgences pour un diagnostic, une prise en charge de colique néphrétique qui justifie une montée de sonde, mais l'absence au planning opératoire permettait pas de faire en sorte que la prise en charge chirurgicale puisse se faire dans des délais aussi courts et imposer alors une nuit de surveillance. Donc tout ça pour vous dire que ce parcours fera l'objet, en tout cas au cours de cette année, d'une réflexion pour pouvoir offrir en 2022 ces fameuses consultations d'urgence. Et il en sera de même pour d'autres pathologies
puisque nous remettons en cause nous réfléchissons sur de nouveaux parcours sur la plupart de nos procédures. Alors, bien sûr, donc nous l'avons vu, il y a la colite néphrétique, mais il y a aussi des patients que vous connaissez et qui ont, à l'occasion de bilans faits pour d'autres choses, on découvre l'existence de calculs qui sont là asymptomatiques. Et donc, ce qu'on propose de faire avec vous, c'est de proposer à vos malades un hôpital de jour qui permettra d'abord un bilan morphologique, et là, pour le coup, avec un uroscanner injecté, s'il n'a jamais eu de scanner injecté, pour bien mettre l'accent sur des facteurs morphologiques qui pourraient induire ou favoriser des calculs, un avis urologique, bien sûr, un avis diététique, un avis néphrologique et un bilan thérapeutique multidisciplinaire qui débouchera sur un plan de soins. Et puis après 2022, on a le projet également de développer des ateliers thérapeutiques, puisqu'il y a une démarche évidemment de modification des habitudes alimentaires et hydriques. On pourra également réfléchir avec la kinésithérapie sur de la posturothérapie pour ces fameuses lithiases calicielles inférieures qui n'ont pas nécessairement un caractère très, je dirais, agressif, mais qui, par le fait qu'ils restent en place, peuvent être un élément générant à nouveau de nouvelles crises. J'ai également pris des contacts avec des centres thermaux de la région pour voir si l'hydrothérapie pourrait être également menée. Des études ont très clairement démontré que la clearance des calculs des caliciels inférieurs pouvait être améliorée par des séances d'hydrothérapie. Les outils numériques seront également à développer, à la fois pour aider nos patients à modifier leurs habitudes alimentaires et hydriques, et pourquoi pas clairement intégrer toute cette démarche autour du calcul dans une clinique de la lithiase au sein du service d'urologie. Donc voici les projets. Et donc le but de la démarche, c'est donc identifier la nature de la lithiase, identifier les facteurs de risque, nutrition, métabolique, l'environnement, rechercher une anomalie anatomique favorisante et définir les bases du traitement préventif adapté à chaque patient. Alors, pour revenir un peu sur les éléments diagnostiques, je vous rappelle que l'analyse du calcul reste l'élément le plus important de l'enquête étiologique. Donc, il faut pousser vos patients à filtrer leurs urines. C'est un geste simple, il suffit de leur demander d'uriner dans une bouteille vide, de vérifier s'il n'y a pas un élément lithiasique et s'il existe, de filtrer les urines et puis de récupérer l'élément lithiasique. Et là, c'est une analyse morpho-constitutionnelle qu'il faut demander, c'est avoir une analyse optique à la loupe binoculaire du calcul, et puis une analyse physique par spectrophotométrie infrarouge qui permettra, avec une fiabilité importante, de classer le calcul selon les différentes espèces et surtout découvrir les calculs qui sont relativement rares, mais qui ont un lien avec des déficits, notamment congénitaux ou acquis, ou mettre l'accent sur des calculs médicamenteux, notamment. Alors, l'analyse du calcul est fondamentale parce qu'elle est suffisante pour un patient donné. Donc, un patient qui fera les calculs oxalocalciques, pour ses récidives suivantes, il aura pratiquement toujours le même type de calcul, alors que sans avoir requis ce calcul, nous allons avoir des bilans phosphocalciques à réaliser, et là qui vont avoir un intérêt bien sûr, mais moins pertinent pour définir la pathologie lithiasique sous-jacente. Alors, lorsqu'on n'a pas de calcul, eh bien, on peut faire un bilan métabolique. Et donc, l'exploration de première intention s'adresse à tous les patients lithiasiques, y compris en cas de premier calcul. Il ne faut pas attendre la récidive. Par contre, il faut attendre 4 à 6 semaines de toute manifestation clinique pour envisager ce bilan. Alors, attention, ça peut être une colite néphrétique, mais c'est aussi un traitement par lithotripsie ou une endoscopie ou une chirurgie qui contre-indique de faire ce bilan métabolique. Bon, bien sûr, en cas de néphrocalcinose, de rein unique, d'insuffisance rénale, de calculs multiples bilatéraux ou récidivants chez l'enfant, là, le bilan métabolique devra être plus approfondi et demandera donc un bilan de deuxième intention et probablement un avis néphrologique.
Toujours est-il que, en pratique, on demandera aux patients une collection des urines de 24 heures effectuée le mieux le week-end, du samedi au dimanche soir, sur un bocal décalcifié. Une prise de sang le matin à jeun, donc le lundi, et un échantillon d'urine le matin au réveil. Ces différents éléments permettront donc de définir s'il y a une calciurie, une uricosurie, et des éléments qui vous permettront d'envisager un traitement de la cause. Alors, bien sûr, on n'est jamais certain que les urines rapportées au laboratoire sont des urines de 24 heures. Mais on peut très bien deviner s'ils sont réellement le reflet de 24 heures en calculant la créatinurie des 24 heures. Je vous ai laissé dans ce topo le calcul, puisque effectivement, la créatinurie est mesurée par des valeurs théoriques calculées selon les formules décrites. Donc on peut comparer la créatinurie calculée à celle observée lors de l'analyse et évidemment, s'il y a une différence, donc pouvoir dire que les urines ne sont pas sur une quantité collectée sur 24 heures. Alors, sur le bilan phosphocalcique métabolique, s'il y a une hypercalciurie, en cas de lithiase calcique, elle justifie à elle seule une exploration approfondie. Donc là, c'est l'avis néphrologique qu'on va demander. On sera intéressé dans cette analyse aussi métabolique à rechercher un excès dans l'apport protéique journalier, un excès lorsque justement on n'a plus d'1,1 g par kilo et par jour de protéines. Et évidemment, vous savez que l'excès de protéines favorise la calciurie. Il est important aussi de vérifier la densité urinaire, notamment au lever, car elle sera le reflet d'un apport de boisson suffisant au cours de la nuit, qui est nécessaire pour réduire le risque lithogène. Donc pour cette raison, il y a une analyse sur les urines du matin. Alors, quand on n'a pas fait, on n'a pas reculé le calcul, quand on n'a pas fait l'analyse métabolique, est-ce qu'on peut quand même savoir quelque chose sur le calcul? Eh bien, il faudra... alors, il y a une avancée radiologique de ces dernières années qui est la tomodensitométrie à double énergie et qui vous permet avec certitude de définir s'il s'agit d'un calcul d'acide urique, de cystine. Ça a quelques particularités aussi pour définir lorsqu'un patient a une double J et un calcul, de définir s'il ne s'agit pas d'un phlébolite associé à la sonde. Bref, c'est toujours une situation radiologique qui peut être envisagée pour mieux définir le calcul, la nature du calcul, notamment les calculs d'acide urique, qui eux seront de toute façon traités médicalement, puisqu'ils sont accessibles à l'alcanisation et donc à la dissolution de ces calculs. Donc par cet examen radiologique, sans avoir fait d'imagerie, enfin sans avoir fait de bilan métabolique, on peut faire un diagnostic de calcul d'acide urique. Alors c'est légèrement plus irradiant, mais la deuxième irradiation, elle peut être centrée sur l'élément lithiasique analysé et limiter l'irradiation. Alors, je voulais aussi rappeler un élément important. Je vous ai parlé effectivement de modifications comportementales dans les apports à la fois hydriques mais aussi alimentaires. Eh bien, nous sommes confrontés de plus en plus à des syndromes métaboliques et vous savez que le GCL prend en charge les patients en surpoids. Et le syndrome métabolique et la lithiase urinaire ont un lien très fort, notamment dans le contexte de calculs composés d'acide urique. Il faut également noter que les diabètes mal équilibrés favorisent la calciurie. Donc il faut donner à nos patients également des conseils pour lutter lorsqu'ils ont un syndrome métabolique contre la sédentarité, l'activité physique régulière, les régimes diététiques bien conduits, et qui constituent des éléments de base à la prise en charge, notamment du syndrome métabolique, mais également
de la prévention des risques liptogènes. La consommation de fructose est un élément important également parce que la consommation de soda apporte énormément de fructose qui a une action sur la calciurie, notamment en passant par, bien sûr, l'insuline et la résistance à l'insuline. Alors, bon, pour simplifier quand même, en sachant que les lithiases calciques primitives sont les calculs les plus fréquents, et comme je vous l'ai dit aussi, le plus fréquent, c'est quand même des calculs qui s'éliminent spontanément, vous pouvez donner à vos patients des conseils qui vont avoir un intérêt sur ce type de calcul et qui, dans les trois quarts des cas, va être suffisant. C'est-à-dire d'augmenter la diurèse à 2 litres par 24 heures. Et là, attention, de la répartir sur toute l'unité mère. Donc, c'est-à-dire également envisager qu'ils aient des boissons dans la nuit. Vous verrez que pour le patient qui a une hypertrophie bénigne de prostate, ce genre de conseil n'est pas toujours très judicieux. Mais théoriquement, il faudrait que les patients aient des boissons, continuent à s'hydrater dans la nuit. Évidemment, qui dit boisson, attention aux eaux. Les eaux sont riches en calcium. Et donc, l'eau minérale, par exemple, l'épar n'est absolument pas une boisson. Il y a autant de calcium dans l'épar que dans le gruyère. Du coup, si vous aimez le fromage, évidemment, il ne faut pas boire d'épar. Hein. Ça, c'est l'un ou l'autre. Alors, le jus d'orange et le citron, le pamplemousse augmentent le citrate urinaire. Et donc là, ça va diminuer les oxalates et donc diminuer le risque de calcul oxalocalcique. L'apport calcique, évidemment, il doit être mesuré et attention, il faut qu'il y ait un apport calcique d'au moins 800 mg, sinon vous allez augmenter les oxalates urinaires et donc favoriser la lithogénèse. Donc la diète en calcium est mauvaise. Par contre, il ne faut pas dépasser 1 gramme par jour. Et donc ça, c'est important d'avoir des ABAC et de donner quelques conseils diététiques pour que les patients sachent un petit peu s'y retrouver. Modérer les apports en sel et en protéines animales, ça c'est clair également que l'alimentation salée favorise la calciurie ainsi que l'excès de protéines. Et puis enfin, bien sûr, on va supprimer les aliments riches en oxalates, notamment chez les patients qui sont porteurs de calcul oxalocalcique, puisqu'on le retrouve dans le chocolat, le thé et la vitamine C. Alors voilà, le projet médical et la chirurgie ambulatoire au GHICL fait la part belle, évidemment, à l'essor de cette chirurgie, bien qu'en France, on était un peu lanterne rouge. Là, je vous ai mis des chiffres de 2009, où on voit effectivement que nous sommes pas bien placés, 36%, alors que 83% aux États-Unis, mais dans un contexte un peu différent. Néanmoins, on augmente régulièrement le taux de chirurgie ambulatoire et en ce qui me concerne, vous avez vu que 41% des patients qui ont une colite néphrétique pourraient être en grande partie, au moins pour la moitié qui n'ont aucune comorbidité, traités en ambulatoire. Alors, on a des nouveaux parcours de soins qui s'élaborent, des nouvelles pratiques chirurgicales, notamment, alors bien sûr pour les colites néphrétiques, mais également pour la prise en charge ambulatoire des calculs dits asymptomatiques, mais dont la taille impose un traitement chirurgical. Donc, classiquement, la lithotripsie extracorporelle se fait de manière ambulatoire, l'urétéroscopie souple laser pour des calculs du bas urétère, mais on l'étendra et on l'étend actuellement pour tout type d'urétéroscopie. L'hospitalisation de courte durée est envisagée pour des patients qui ont des calculs complexes où le traitement multimodal est nécessaire. Et on fait dans le service, pour des calculs complexes, des chirurgies percutanées associées à des urétéroscopies souples qui permettent en une seule séance de nettoyer un coroniforme. Et bien sûr, pour prévenir la chirurgie ambulatoire, il faut donc adopter des attitudes qui préviennent les principales complications, qui sont en fait, dans une étude qui a été relevée avec les équipes de Nantes, qui ont
compilé les complications de chirurgie ambulatoire de l'urétéroscopie, les rétentions chez les patients qui avaient une hypertrophie bénigne du prostate. Donc là, il est clair que chez les patients qui ont des résidus post-mictionnels connus, un sondage plus une tentative de reprise mictionnelle sous 48 heures sera donc envisagé plutôt que de les laisser sortir sans sonde avec un risque de rétention plus important. La sonde double J sera mise systématiquement. Et là, évidemment, pour éviter une deuxième endoscopie pour retirer l'endoprothèse dans les 8 jours, on utilise dans le service soit les sondes J-fil avec un fil. Donc, vous verrez parfois des patients qui ressortent de chez nous avec un fil qui sort de l'urètre, chez la femme ou chez l'homme, mais qui leur permettent, 8 jours plus tard, en consultation simple, qu'on leur retire sans endoscopie. Bon, il y a d'autres procédés comme l'endoprothèse avec un aimant qui permet de retirer sans endoscopie l'endoprothèse. Ceci dit, pour rechercher l'aimant, il faut quand même passer le cathéter muni d'un autre aimant, alors que le fil ne demande pas de repassage dans l'urètre. Alors, les échecs d'urétéroscopie ambulatoire, c'est également été bien évalué chez les patients plutôt de sexe masculin et souvent des patients qui présentaient un indice de masse corporelle élevé. Et là, on retrouve un petit peu le syndrome métabolique. Et les échecs de l'ambulatoire, c'est des patients sous anticoagulants ou antiagrégants avec des hématuries ou une gestion de l'antiagrégant plus difficile. Alors voilà quelques illustrations de ce qu'on fait dans le service. Alors je vous parlais de chirurgie multimodale. Bien, on est en capacité de faire des mini-LPC, c'est-à-dire qu'on fait de la mini-LPC, c'est-à-dire on fait de la chirurgie percutanée du rein avec des diamètres de charrière 15, charrière 16. Donc on a un abord transparenchymateux rénal qui est minime, et on associe à l'urétéroscopie souple laser qui permet donc d'amener au néphroscope les fragments lithiasiques qui auraient pu être dans des dans des calices qui ne sont pas accessibles par le néphroscope, et puis permettre par le néphroscope une lithotripsie beaucoup plus efficace et qui permet de retirer des fragments beaucoup plus volumineux, et tout ça avec un système qui est à basse pression. C'est-à-dire que à la fois la gaine de l'urétéroscope, mais à la fois la gaine du néphroscope permettent des irrigations continues et sans hyperpression, permettant des prises en charge chirurgicales qui peuvent être rallongées de 1h30 à 2 heures pour permettre un nettoyage complet d'une cavité piélique. Enfin, voilà, je voulais vous montrer l'évolution. On s'est doté récemment dans le service d'un générateur laser OLEP avec la technologie MOSE. C'est une technologie qui a comme intérêt de permettre de casser le calcul par fibre laser, mais avec une fibre laser qui ne donne pas d'onde de choc qui modifie à chaque impact la localisation du calcul. Bon, ici, je suis un peu navré. Bon, on va revenir sur l'image pour vous montrer la différence entre une fibre MOSE qui permet une fragmentation du calcul sans que, à chaque impact, le calcul soit mobilisé. Voilà, donc ces différents éléments d'innovation permettent d'entrevoir des nouveaux parcours de soins où vous avez toute votre place. Et je serai bien sûr au décours de cette année 2021, bien sûr à l'écoute de toutes vos suggestions pour que ce parcours puisse être le plus pertinent possible et qu'on puisse, pour nos patients, avoir la possibilité de faire de l'ambulatoire, même pour des chirurgies qui sont en urgence programmée. Voilà, merci de votre attention et j'attends vos nombreuses questions. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors voilà mes amis, vous pouvez commencer à poser vos questions, mais avant tout je commence par une question. Alors est-ce que la colique néphrétique peut être prise
en charge à domicile. Alors, est-ce que tout patient colique néphrétique, douleur néphrétique, il faut l'envoyer aux urgences? Non. Alors, je pense que non, justement. Je pense que si vous connaissez bien votre patient, vous connaissez déjà tous ses antécédents. Donc, vous pouvez exclure beaucoup de choses, rien que déjà en la connaissance de votre malade. Après, l'examen clinique suffit déjà pour faire le diagnostic. Vous savez, c'est cette douleur qui arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, avec une irradiation bien spécifique. Si la douleur est unilatérale, il y a la place pour un traitement médical à domicile. Bien sûr, ce traitement médical peut être associé à des examens complémentaires pour autant que le patient soit soulagé. Et traitement médical à domicile, c'est anti-inflammatoire, antispasmodique, antalgique. Exactement. Et boire de l'eau? Pas boire de l'eau tout de suite, puisque en pleine crise, ce qui crée la douleur brutale, c'est un spasme sur le calcul. Et ce spasme, il est d'autant plus violent que le calcul sera petit. Donc les calculs les plus petits font les plus mal. Parce qu'un calcul plus gros, le spasme est moins efficace. Il y a moins d'obstacles à la vidange de la voie excrétrice. Du coup, dans ce contexte, bizarrement, plus le calcul est gros, moins on a de douleur. En tout cas, la crise est moins forte. Et l'intérêt de l'anti-inflammatoire, c'est d'agir sur deux composantes, à la fois le spasme et donc les prostacyclines et les prostaglandines, qui est l'œdème qui est lié au spasme. Voilà, merci Jean-Louis. Alors, les questions commencent à arriver. Quelles sont, s'il te plaît, les indications actuelles de la pose d'une JJ? Quelle surveillance? Quelle est la place de la lithotripsie? Urétéroscopie, souple, laser, point d'interrogation. Bon. Alors, il y a beaucoup de questions dans la question, mais quand même, tu vas y aller. Alors, pour reparler de la JJ, la sonde double J, donc son nom est lié au fait qu'elle fait une boucle dans la vessie, une boucle dans le piélon qui évite que ce drain, en fait, puisse migrer. Ce drain, il permet de shunter le calcul qui est obstructif. Donc l'indication des sondes double J, c'est essentiellement les patients qui restent hyperalgiques malgré un traitement bien conduit, qui ont bien sûr un calcul dont la taille n'est pas compatible avec une élimination spontanée. Et donc c'est essentiellement des patients qui effectivement seront soulagés, mais probablement pas suffisamment par un traitement à domicile et qui vont revenir avec des douleurs. Voilà, alors l'indication de la double J, ça peut être bien sûr la pyélonéphrite obstructive, et là c'est tous les critères de gravité liés à ce phénomène infectieux. Alors il est clair que s'il y a une pyélonéphrite, on peut être même amené à laisser une sonde urétérale, puisque là on peut avoir un contenu purulent qui ne sera mal drainé par une double J. Et donc là on a un patient qui va avoir un séjour effectivement qui ne sera pas d'une journée ou d'une nuit, mais qui devra rester plusieurs jours sous antibiothérapie avant qu'on puisse changer cette sonde urétérale par une sonde double J. Alors après, on m'a demandé… Surveillance. Surveillance. À domicile, il sort de chez toi avec un JJ. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on surveille à la maison? Voilà, ça c'est une très très bonne question. Alors la première chose, c'est que le patient va se plaindre, plus il est jeune, plus il va se plaindre de cette double J. Alors on essaye de mettre des sondes double J qui ont des… D'ailleurs, on utilise la sonde la plus adaptée à la taille du patient. Il va avoir une irritation vésicale parce qu'il y a une boucle. Malgré tout, cette sonde bouge entre le piélon et la vessie. Plus le patient sera autonome et surtout avoir une volonté d'avoir une activité professionnelle, une reprise rapide de l'activité professionnelle, et d'autant plus s'il n'est pas sédentaire, il va avoir une pollakiurie, il va avoir une hématurie. Et donc, il faut le prévenir que s'il a une hématurie, alors évidemment, généralement quand même minime, il faut qu'il boive davantage. Il ne doit pas avoir d'inquiétude, puisque la sonde double J va drainer, il ne va pas avoir une distension. Par contre, il va devoir uriner sans besoin, parce que s'il attend le besoin, il risque d'avoir une vessie trop pleine, et donc lors de la miction, la pression vésicale, pression intravésicale va être supérieure à 12-15 cm d'eau, et donc la première miction, il va avoir mal dans le dos parce qu'il va avoir un reflux par sa sonde double J. Donc, il faut inciter donc les patients à boire régulièrement, à uriner régulièrement toutes les 2 heures, sans pousser,
et rassurer le patient, parce que s'il a une douleur lombaire lors de la mission, c'est que sa sonde double J est en place, mais il ne faut pas rechercher nécessairement ces éléments douloureux. En tout cas, il faut demander au patient qui est une hématurie de boire et de rester tranquille. Et en général, les choses s'arrangent. D'accord. Alors, en contenu, la place de la lithotripsie, urétéroscopie souple laser, point d'interrogation. D'accord. Alors, ces deux techniques visent à traiter les calculs en les fragmentant. Avec un intérêt de la lithotripsie, c'est d'être un traitement percutané, donc n'est pas invasif. Peut se faire bien sûr sous sédation. Il y a depuis quelques années eu un essor qui a été finalement grignoté par l'urétéroscopie, parce que les calculs, alors on réserve quand même la lithotripsie à des calculs d'environ 2 cm. On évite de faire des calculs plus gros. Et surtout, il faut qu'ils aient une densité qui soit inférieure ou égale à 1000 unités Hounsfield, parce que s'ils sont plus denses, le résultat lithotripsie est moins flagrant, puisque la dureté du calcul fait que le traitement par lithotripsie extracorporelle est moins efficace. Donc on réserve l'urétéroscopie souple laser à des calculs qui sont soit dans le bas urétère, et là on n'est pas obligé de faire l'urétéroscopie souple, mais si on fait l'urétéroscopie souple, c'est souvent des calculs qui sont piéliques ou caliciels. Et donc c'est un geste quand même plus invasif, qui va s'accompagner le plus souvent d'une montée de sonde double J après l'intervention, mais qui a comme intérêt soit de briser le calcul en des fragments tellement petits qu'ils s'élimineront, soit de retirer par des systèmes qu'on appelle des dormia, les fragments lithiasiques. Et donc on peut avoir en une seule séance un patient après une urétéroscopie souple laser sans calcul. Alors que la lithotripsie, elle fragmente le calcul et qu'il faut quand même malgré tout éliminer le calcul. Merci bien. Quel est le délai raisonnable pour réaliser un neuroscanner sans injection? Alors, le raisonnable, il nécessite que le patient n'ait pas de fièvre et que le patient soit soulagé suffisamment pour attendre un rendez-vous de scanner sans injection. Après, il est clair que si vous voulez confirmer votre diagnostic, il faut essayer de le faire quand même sans tarder, le diagnostic, et le mieux, c'est quand même d'envisager de le faire dans les 48 à 72 heures. Oui, d'accord, quand même. 48 à 72 heures sans hyperthermie. Et puis avec un traitement, évidemment, médical qui permet aux patients de reprendre quand même une relative activité. Et sans injection, bien évidemment. Alors, on ne demande pas de l'injection pour faire un diagnostic de colite néphrétique. Il sera largement suffisant de le faire sans injection et low dose. Mais par contre, lorsqu'on va commencer à faire un geste endoscopique ou chirurgical, là, on demandera, en l'absence de crise douloureuse, par exemple chez un patient qui a un calcul asymptomatique, d'avoir au moins, dans les 2 ans qui précèdent, un scanner injecté de la voie excrétrice pour être sûr qu'il n'a pas une tumeur du rein en plus, il n'a pas une malformation congénitale inexplorée et des éléments qui vont nous compliquer la prise en charge chirurgicale. Voilà. Alors, une question, pourquoi attendre 4 à 6 semaines pour le bilan métabolique? Parce que, en fait, quand j'ai dit 4 à 6 semaines, c'est que c'était soit au cours d'une manœuvre endoscopique qui va donc fragmenter des éléments lithiasiques, qui va perturber le pourcentage des éléments calciques qu'on pourrait mettre en évidence par le bilan métabolique. Évidemment, il y a donc à mettre à distance une colite néphrétique, parce que là, on a une souffrance rénale, donc le bilan va être modifié. Donc, il faut effectivement 4 à 6 semaines pour se mettre dans une situation qui est la situation habituelle, qui conduit à la lithogénèse. D'accord, merci. Alors, quel examen dans la surveillance à distance de colique néphrétique ancienne? Je pense que l'échographie peut être le bon examen chez les patients qui ont, alors évidemment, des patients qui gardent de bonnes habitudes. Je pense que faire une échographie tous les 2 ans alors qu'ils n'ont aucune symptomatologie peut être un élément utile, en sachant que si au bout de 4 ans, il n'y a plus aucun élément lithiasique qui
mis en évidence. Il est probable qu'ils ont pris les bonnes attitudes, et donc ils n'auront plus de récidives, puisque j'ai dit que les récidives étaient fréquentes dans les 5 ans. Donc si vous n'avez pas de récidive lithiasique après 5 ans, on peut espérer que le patient n'en découvre pas. Et si on fait des calculs au niveau du rein, on peut faire des calculs ailleurs? Alors, effectivement, si on fait des calculs au niveau du rein, souvent les petits calculs migrent dans l'urtère, donc on peut avoir les calculs dans l'urtère, et puis on peut aussi, si le patient ne vide pas bien sa vessie, avoir un calcul qui grossit dans la vessie. Donc là, c'est plutôt le témoin d'un obstacle sous-vésical d'ailleurs, et qui est une complication. Alors, on peut avoir aussi chez les patients que... En fait, le calcul se fait là où l'urine stagne. Elle stagne dans les cavités piédiques. Elle ne stagne pas dans l'urtère, mais bien sûr, le calcul descend dans l'urtère. Et puis, elles peuvent stagner dans la vessie, dans des diverticules. Et donc là, être un élément favorisant la découverte de calcul dans la vessie. Ok. Alors, lors d'un bilan d'examen complémentaire, on tombe sur un calcul rénal, urétral. Alors, le patient, il est totalement asymptomatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire des examens complémentaires? Faut-il chatouiller le calcul? Alors, il faut toujours faire quand même il faut voir quel examen complémentaire. Et quel bilan faire si on tombe sur quelque chose d'asymptomatique par hasard? Donc, la première chose, c'est que quel examen a montré le calcul? Si c'est une échographie, si c'est un scanner. En tout cas, effectivement, si c'est une échographie, et que le calcul fait plus de 6 mm, son élimination spontanée n'est pas certaine du tout. Donc, il faut quand même faire un bilan, puisque il a toutes les chances de rester en place, ou en tout cas, s'il migre, de poser des problèmes à votre malade. Donc, si le patient a un calcul de plus de 6 mm, je pense qu'on peut faire un bilan métabolique, mais aussi un bilan scanographique pour faire le point. Et là, peut-être un scanner injecté afin de voir s'il n'y a pas une anomalie congénitale qui serait à l'origine ou favorisant ce calcul. D'accord. Ben, merci pour cette réponse très claire. Alors, on peut injecter s'il est asymptomatique et on peut faire son bilan tranquillement. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, une question, est-ce que tu as une sonde Gigi ici à montrer parce qu'il y a quelqu'un il souhaite visualiser une sonde Gigi? Mais non, malheureusement, je n'ai pas mis de sonde dans ma poche. Je regarde quand même parce que parfois j'en mets. Mais à ma consultation, il y en a, mais je n'ai pas de sonde à vous montrer. Mais sachez que c'est quand même un tube qui fait, la taille c'est de 24 à 28. On peut avoir des sondes WG plus longues, mais c'est assez exceptionnel. Donc c'est un tube qui est évidemment multiperforé à ses extrémités et qui a un diamètre allant de charrière 5 à charrière 8. D'accord. Alors, une proposition, à mon avis, tu ne vas pas dire non, parce que le diaporama, on va l'envoyer sous format PDF à tous les présents. Tu ne peux pas nous faire quelques photos de sonde Gigi et on ajoutera avec le diaporama. L'image qu'on voit, elle n'est pas terrible. Alors, l'image n'est pas terrible de la sonde double J, puisque ici, vous voyez une double J qui a été coupée en deux. On n'a laissé que le fil pour que le patient tolère mieux sa sonde. Donc, ça s'appelle une J-fil. Nous, on utilise des double J. Donc, il y a une double J, là, vous n'avez qu'une simple J. Donc, ça continue par le même système, mais finalement, ça fait une double J et il y a un fil qui sort. Donc là, vous voyez effectivement la boucle inférieure. Alors, tu peux nous faire quelques photos, nous envoyer avec le diaporama, s'il te plaît? Je crois que je peux faire ça. Ah, t'es gentil comme tout. T'es gentil, Jean-Louis. Merci. Alors, est-ce que vous avez, si tu peux mettre la dernière diapo, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, écoutez, s'il n'y a pas de questions, comme il a dit Jean-Louis, pour la prise en charge, il y a bien évidemment la hotline. La hotline, elle est toujours joignable, mais sachez-le, la hotline, quand le chirurgien il est au bloc, il ne répond pas, il ne peut pas répondre. Alors, dans ce cas-là, vous laissez un message et vous serez contacté. Ça, c'est une certitude. Parce qu'on a un système de hotline, on rappelle toujours les médecins quand ils appellent et on n'a pas de réponse immédiate d'un médecin senior. Alors, la hotline, donc le 03 67 47 33 33 est toujours opérationnel.
Et je te remercie, Jean-Louis, de cette présentation qui est extrêmement claire. Et surtout, l'avenir, c'est plus pareil comme le passé, bien évidemment. Et les prises en charge, c'est toujours en ambulatoire. Ça va de plus en plus en ambulatoire, de plus en plus de suivi à domicile, de plus en plus de surveillance à domicile. Et nous, médecins généralistes, on va assumer cette charge-là, bien évidemment. Et parce que le parcours du patient qui va complètement changer. Et ça sera plus du tout pareil qu'on a vécu et qu'on vit actuellement. Voilà. Alors, Merci, tout le monde te remercie. Il dit c'est Merci très à intéressant. Il dit c'est très clair. Eh ben, on te remercie et je te remercie au nom de tout le monde. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous le 11 mai, c'est un mardi. C'est les feux rouges en hémato avec Laurent Pascal, que tout le monde connaît bien. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à vous tous et à bientôt, au 11 mai.